Bonjour Joris, je suis ravi de te retrouver ici pour cette nouvelle vidéo pour le groupe Yvon Cru. Tu es notre deuxième invité, donc voilà, on est Oui, ravi de t'avoir. Cette rencontre, ça fait suite à un message que tu as posté suite à la première vidéo qu'on a faite avec Alexandre. Et alors, j'ai tout de suite répondu parce que ton message vraiment m'a interloqué. En quelques mots, tu es frutarien depuis plusieurs années et tu vis actuellement en Guyane où tu essayes de recréer une sorte de forêt amazonienne avec des fruits venant du monde entier, et surtout de Bornéo. Alors j'ai une histoire particulière avec Bornéo où j'étais encore au mois de janvier et surtout pour les fruits là-bas. Et mhm. voilà, du coup, je trouve ça fascinant ton histoire et j'aimerais beaucoup que tu nous en dises plus, que tu nous racontes peut-être un peu déjà d'où tu viens, comment tu t'es retrouvé dans ce chemin du cru et puis du fruitarianisme et voilà, et un peu plus sur l'environnement dans lequel tu vis et ton projet pour en savoir un peu plus. D'accord. Je suis originaire de l'Aveyron, donc enfant de la campagne. J'ai grandi un petit peu au milieu de la nature. Et comme activité, quand j'étais enfant, donc c'était la musique et le judo. Et la musique marchait très fort, donc je jouais plutôt des cuivres, donc du tuba. Et comme ça marchait bien, ben, j'ai continué là-dedans, dans des filières, on va dire, horaires aménagés, très tôt au collège, donc à Aurillac. Donc j'étais interne assez tôt et j'ai fait des études, on va dire, un peu poussées dans la musique. Ensuite à Toulouse, au conservatoire, au lycée. Enfin, j'étais à moitié lycée, moitié conservatoire, donc une filière technique. Et du coup, je me suis retrouvé à faire une carrière de musicien professionnel assez tôt, intermittent du spectacle. Donc du jazz, du classique, de la variété, de la composition, du studio, enfin vraiment une carrière complète de musicien professionnel. Donc tout allait bien pour moi et je vivais à Toulouse du coup. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. J'étais insatisfait dans cette vie-là. Comme j'ai grandi dans la campagne et je passais mes vacances en forêt, à faire des cabanes, etc. quand j'étais petit, très sensibilisé par aussi l'écologie et puis on va dire l'agronomie paysanne puisque mon grand-père était paysan et il travaillait à l'usine aussi, mais il avait beaucoup de production, de culture, etc., de polyculture. Et du coup, il y a ça qui restait en moi, cet appel de la nature. Et le métier que je vivais, d'être dans les trains, les avions, etc., ne me convenait pas. C'était incompatible avec, on va dire, ce socle, cette histoire que j'avais dans ma jeune enfance. Donc, je me suis posé des questions par rapport à l'écologie, etc. Surtout quand je faisais, par exemple, des trajets en train, en TGV, où je voyais les paysages, on va dire, défoncés par l'agriculture moderne, des champs nus, avec pour seul, on va dire, pour seule tige des pylônes électriques parfois. Donc ça, vraiment, ça me prenait aux tripes. Je ne supportais pas de voir ça. Et c'est vrai que tous mes amis, mes collègues dans la musique, quoi, n'avaient pas, je voyais bien, ils n'avaient pas cette sensibilité. Donc vraiment, je me posais des questions par rapport à mon avenir là-dedans, dans cette filière. Et ce qui a fait un petit peu changer tout ça, c'est des vidéos de Thierry Calasnovas. Donc il y a maintenant ouais, 7 ans, on va dire, 7-6 ans. Donc ces vidéos-là où il expliquait que ben il suffit de manger des fruits pour retrouver, on va dire, un fonctionnement proche de la nature et non pas un fonctionnement artificiel où on fonctionne avec de la médecine, de la cuisine, etc., etc. Donc ça m'a vraiment touché et directement j'ai emboîté le pas là-dedans. Donc du jour au lendemain, j'ai
j'ai commencé à manger des salades et puis des fruits. Et je dois avouer que je me suis trompé souvent dans la pratique par rapport à mes besoins. J'étais en incohérence, c'est-à-dire que soit je mangeais pas assez, soit je mangeais trop, mais c'était pas vraiment trop, on va dire, d'énergie, c'était trop peut-être de fibres puisque l'approvisionnement en métropole est pas exceptionnel, ou alors il faut avoir beaucoup d'argent pour acheter. Bon, j'en avais de l'argent, mais j'avais pas le réflexe d'acheter, par exemple, sur Orcos, des fruits mûrs, sucrés, tropicaux, juteux. Donc, au début, je me contentais de volumes de végétaux pour manger, et je sentais petit à petit que ça fonctionnait pas trop. Mais j'étais convaincu quand même de cette approche. Donc, j'ai continué après avec les jus. Alors là, les jus, ça a été un peu une révélation pour moi, parce que je sentais enfin que je pouvais me nourrir en quantité sans qu'il y ait les fibres qui créent la satiété, en fait. Et les fibres qui créent la satiété créent aussi une frustration lorsqu'on n'a pas l'équivalent calorique qui permet de fonctionner dans la journée. Parce qu'on n'est pas des vaches, on ne métabolise pas la cellulose, etc. Donc, les jus, j'ai trouvé ça super. Donc, jus de pomme, là, c'était matin, midi, soir, où je me faisais des jus. En plus, l'emploi du temps, quand on est musicien, on se le fait plus ou moins comme on veut. On a du temps aussi pour soi, pour travailler, etc. Donc, j'avais pas trop de contraintes, on va dire, sociales ou de planning, etc. Et puis bon, j'avais pas de famille, donc ça allait, j'ai pu faire toutes ces expériences. Donc ça allait mieux déjà avec les jus, mais quand même, j'étais pas. On va dire que l'approche du cru, c'était pour moi une certitude, mais dans le présent, ça allait pas. Être musicien en ville et manger cru, bon, il y avait une incompatibilité. Du coup, Une dans ma incompatibilité tête. au niveau social par rapport Alors, au. socialement, un petit peu parce que moi, j'étais persuadé du bien fondé de cette pratique. Donc, bon, je la partageais avec enthousiasme avec les gens autour de moi. Mais, bon, je sentais qu'il n'y avait pas comment dire, c'était pas suivi, c'était pas, on va dire, accepté d'office comme moi, c'est venu me toucher. Donc, je sentais déjà qu'il y avait effectivement un petit même un gros écart par rapport à ça. Même si, bon, j'ai une personnalité assez on va dire, créative et j'ai pas peur de ce qu'on pense de moi. Donc, moi, c'était pas un problème pour moi de porter des fruits. Je me souviens, après, en tournée, j'étais dans un orchestre de variété aussi l'été. Et en tournée, dans les soutes du bus, j'avais des cajots de melon, donc il y avait les instruments de musique, etc. Et puis il y avait de la place encore, donc je mettais des cajots de fruits, tout ça, et je faisais suivre ça. C'était hallucinant parce que on était à chaque fois reçus par, soit on mangeait dans des restaurants, soit on mangeait on était reçus par des comités des fêtes ou des choses comme ça. Donc un musicien, il est toujours plus ou moins bien reçu. Et non, moi, je faisais suivre mes fruits. Voilà, donc c'était avec le recul, j'en ris un peu parce que c'était quand même osé, quoi. Fallait avoir une force mentale pour Et quand tu tenir. disais que tu es passé au cru du jour au lendemain, ça veut dire que tu n'as pas du tout fait de transition ou dans ces périodes, par exemple, de tournée, tu n'avais pas l'envie ou tu ne t'autorisais pas à faire des écarts Non, avec du cuit ou autre chose? c'était très rare. C'était très rare. Vraiment, pour moi, c'était clair. C'était clair qu'il fallait que je reste dans le cru parce que lorsqu'on fait des concessions, si on en fait une, pourquoi pas deux, pourquoi pas trois? Et au final, ça devient tellement facile de manger, comme tout le monde. En termes de technique, c'est-à-dire que souvent, c'est pas soi-même qui faisons le repas, donc on est invité, on n'a rien à prévoir ou des choses comme ça.
Et bon, dans mon cas de musicien, ben, souvent, les repas, ben, ils sont pris en charge, on est reçu. Donc, en fait, pour moi, si je devais faire les concessions de temps en temps, ben, je pourrais pas. Ça se mettait en porte-à-faux avec mes nouvelles valeurs, en fait. Et puis, comme j'étais tellement inspiré par ça, et puis je voulais voir aussi, je suis très curieux et j'ai toujours fait des expériences depuis tout petit sur la nature des choses, etc. J'ai envie de voir aussi par moi-même Donc tu certaines voulais, choses. tu Et voulais pousser je voulais l'expérience à vraiment, fond. voilà, Tu voilà. Même si effectivement, il y avait beaucoup, avec du recul, je vois qu'il y avait beaucoup d'inconvénients et de, comment dire, ouais, il y avait peut-être plus d'inconvénients que d'avantages parce que bon, au niveau physiologique, je sais, je pense qu'il y a ça m'a apporté beaucoup, mais ça a dû aussi m'apporter, comment dire, ça a dû m'affaiblir de temps en temps parce que lorsqu'on n'a pas de fruits mûrs ou de fruits assez mûrs, assez bons en assez quantité, nutritif. assez nutritif et qu'on est obligé de faire avec ce qu'il y a. Alors, soit on maigrit, soit il y a le métabolisme qui change, soit on est fatigué, il se passe des choses quoi, qui sont quand même délétères. Plus délétères que quelqu'un qui a une routine, même s'il mange, on va dire, cuit et même s'il mange de la junk food, entre guillemets. C'est-à-dire que lorsqu'on veut être actif et il faut du carburant de toute manière. Et en fait, ça, c'est un facteur limitant pour moi, qui est énorme dans le fruitarisme aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien dans notre société qui est fait pour le fruitarisme. C'est-à-dire qu'une ville, aujourd'hui, elle sera jamais frugivore. Une ville ne peut pas être frugivore. Je m'en rends compte, aujourd'hui, on est deux avec donc, mon ami Thomas a créé ce jardin forêt. Ça fait cette forêt comestible, je veux dire. Ça fait 2 ans qu'on est installé et on voit pour l'approvisionnement qu'il nous faut des stocks parce qu'on n'a pas de réseau là où on est et on fait des trajets à vélo. On a 20 km de Sinnamary, donc le village qui est le plus proche, et on va faire le marché là-bas. Et au niveau des stocks, on voit très bien que si on ne ramène pas des kilos et des kilos de fruits sucrés mûrs, des bananes, des papayes, des pastèques, des ananas, etc., si on ne ramène pas des kilos et des kilos et des kilos, eh ben, très vite, on se retrouve à court. En plus, comme on est actif, c'est physique le travail qu'on fait. C'est très physique, on fait tout à la main pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore des aides de l'État, là, des subventions là, de DGA pour les agriculteurs, etc. Donc, très vite, on voit qu'on est à court de carburant. Et en fait, ça représente des volumes qui sont gros. Lorsque les fruits sont mûrs, ils se perdent rapidement. Pas plus rapidement qu'on n'a pas de frigo. Et donc, du coup, moi, je m'imagine une ville, approvisionner une ville comme ça en fruits, c'est pas possible. Parce que donc, ce que je peux préciser pour ceux qui sont déjà crudivores, c'est que je mange pas de graines. Tout ce qui est noix, noisettes, cajou, oléagineux, tout ça, je consomme pas. Parce que par expérience et puis par, on va dire, une déduction logique d'observation, c'est que la graine, elle est faite par la plante pour donner une autre plante, une nouvelle plante, voilà, pour enfanter, si j'ose dire. Et cette graine, elle est designée par la nature pour résister à certains aléas. Alors, la graine en métropole, elle va être designée pour résister au froid, par exemple. Donc, il y a une vernalisation, il y a une dormance. La graine sous les tropiques, elle va être designée pour résister peut-être à la pourriture, parce qu'il y a beaucoup d'humidité, etc., pour résister à l'attaque d'animaux, de rongeurs. Et ce design-là, ben, ça se traduit souvent aussi par des phytates, des alcaloïdes, des molécules, on va dire, toxiques, pour protéger la plante, tout simplement, enfin la graine. Et l'homme ou le singe, hein, il y a des primates qui mangent des graines, hein, c'est pas, je ne dis pas que c'est interdit d'en manger, c'est pas ça. Mais je dis dans l'idéal,
l'être humain qui a une intelligence, et qui comprend plein de choses et qui peut comprendre ça justement par l'intellect, on comprend bien que on peut sélectionner des graines de moins en moins toxiques pour pouvoir s'en nourrir, mais qu'à la base, c'est pas avec ça qu'on a coévolué, ou même si on traduit, si on regarde la coévolution avec les arbres fruitiers, on se rend vite compte que l'arbre, lui, il crée de la chair sucrée pour que les frugivores, les animaux frugivores propagent le fruit, donc la graine. Et donc on appelle ça la zoochorie, je crois. Et donc cette stratégie de la plante pour se reproduire, elle est, on va dire, en symbiose avec nos besoins à nous. Donc, si on regarde sur la planète, la seule nourriture qui est faite pour être mangée, c'est le fruit, la chair du fruit. Toutes les autres, c'est, on va dire, plus ou moins de la prédation. Dans l'histoire de l'évolution de la vie, c'est de la prédation, c'est-à-dire... Ou c'est de la supplémentation à défaut. À défaut de, on se tourne vers, comme on voit justement, tu parlais des primates, qui, à défaut d'une abondance de fruits, vont se tourner vers les noix, vers les graines, vers les insectes aussi, vers les feuilles, mais c'est toujours un défaut de fruits. C'est ça que j'imagine que tu veux dire aussi. Tout à fait, c'est un défaut de fruits, ou même, je dirais, c'est, je lis de temps en temps les études, je m'intéresse à la paléoanthropologie et la primatologie. Et effectivement, j'avais vu une étude il n'y a pas si longtemps, il avait inventé un nouveau mot, le scientifique, il parlait de buffet biosphérique. Alors le buffet biosphérique, en fait, c'est à un moment T, qu'est-ce qu'il y a autour de moi dans mon environnement. Alors que j'ai des canines, que j'ai des mâchoires, que j'ai des mains, des ongles pour gratter ou des griffes ou tout ça, ça c'est une chose, on va dire, c'est on va dire le bagage génétique qui fait que je suis équipé pour survivre dans l'environnement. Mais à un moment T, qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement? Donc il parle de buffet biosphérique. Et en fait, dans cette étude, il montrait qu'il y a des animaux qui ont survécu à on va dire, à des disettes par rapport à leur régime à eux. Et par exemple, admettons, une espèce de singe a des dents qui sont plus faites pour manger des graines, et bien, si dans l'histoire, 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans, il se trouve que ces graines-là viennent à disparaître pour des raisons de glaciation ou de changement climatique, et qu'à la place, il y ait plus de feuillage, ou plus je sais pas moi, d'animaux, ou n'importe quoi, ou plus de fruits, eh ben, le buffet biosphérique, à ce moment T, va faire qu'il n'y aura pas de graines. Pourtant, ils sont équipés pour manger beaucoup de graines au niveau des dents. Mais c'est pas grave. Ils vont pouvoir passer et survivre dans l'évolution parce que ces aliments qui sont présents pourvu, je sais pas comment on dit, pourvoient à leurs besoins. Et donc en fait, c'est ça qui est rigolo. Du coup, on peut comprendre maintenant pourquoi un carnivore va aimer, je sais pas moi, on peut voir, par exemple, je vois des chiens qui adorent la chair de coco. C'est vrai, mes chiennes adorent la chair de coco. Ah ouais, et pourtant, elles n'aiment pas les autres fruits. Et ouais, alors bon, je pense que c'est parce que c'est un fruit gras et que eux, leur métabolisme, il est plus basé sur les graisses et les protéines que sur les sucres. Mais effectivement, si ça se trouve, la graisse de coco, même si le loup n'a jamais coévolué avec les cocotiers, il ne peut pas ouvrir une cocotière. Mais il se trouve que quand j'ouvre donc moi, j'ai pas de chien sur le site, mais quand je suis chez un ami, si j'ouvre par exemple des cocos sèches à la machette, le chien, il faut vraiment le mettre à distance parce qu'il aime tellement ça qu'il va vouloir, il met le nez sur la coco et on pourrait lui couper la tête, quoi. Tellement qu'il attends, j'ouvre la coco et tu vas pouvoir manger la chair. Et donc, en fait, ça, c'est l'explication, c'est que je pense que on a tous des besoins physiologiques qui sont basés sur les hydrates de carbone ou le carbone, on va dire, pour faire simple. Et le carbone dans la nature, il est facilement accessible sous forme de glucose, fructose
ou à chaîne très très longue, les graisses. Et, et si on va par là, à chaîne extrêmement longue, les tanins ou je dirais la lignine des arbres, c'est du carbone aussi, mais à chaîne tellement longue que il faut être des termites pour pouvoir manger ça et puis le digérer avec des champignons qui se trouvent dans le corps, etc. Mais je veux dire, la vie, elle se tourne autour du carbone pour fonctionner en termes de carburant. Et le carburant le plus facile, le fructose, le glucose, le fruit, c'est un don du ciel parce que c'est un carburant tout prêt. L'arbre, il fait tout pour attirer, donc il va faire le maximum pour faire une nourriture excellente. Donc le loup, si on revient sur le loup et le chien, eux, ils ont coévolué et pour survivre, il fallait manger donc de la viande, donc ils ont des canines, ils sont équipés pour chasser. Mais s'il y a une nourriture qui pourvoient à leurs besoins, même si ça n'a pas fait partie de leur histoire et de leur, comment dire, de leur alimentation, quoi, de leur diététique, même si c'est un nouvel aliment comme la coco, eh ben, il se trouve que c'est hyper riche en graisse, saturé, etc., etc., que même si c'est végétal, etc., ils adorent ça. Et pourquoi c'est l'instinct? C'est parce que ça correspond parfaitement au carburant qui permet de les faire fonctionner. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gorilles, par exemple, les gorilles, peut-être tu dois connaître ça, les gorilles de montagne, eux, ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais mangé de mangue. Ils mangent des tiges de céleri, ils mangent énormément de végétaux, ils mangent, ils ont un appareil digestif qui est adapté à ça, hein, avec de gros intestins, des gros côlons, etc. Et ils passent leur temps à digérer, ils sont moins actifs du fait de cette digestion de ces carbones-là qu'on trouve dans les végétaux, mais qui sont tellement longs, les molécules sont tellement longues, les chaînes de carbone sont tellement longues qu'il faut un travail digestif qui est très fort. Ces gorilles-là, si on leur propose des mangues et des bananes, même s'ils n'en ont jamais mangé, ils vont surkiffer, ils vont adorer, forcément. Moins de travail digestif, du sucre disponible, voilà quoi, c'est tout naturel. Et donc, moi, ce que je pense pour l'humanité et pour l'homme, c'est que on a l'intelligence d'avoir un discours comme celui-là, de se dire, voilà, dans la nature, il y a un buffet biosphérique qui est le résultat de coévolution depuis des millions d'années avec toutes les espèces. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pour améliorer notre alimentation et qu'elle soit au top? Et en fait, si on se donne le choix, enfin moi, si on me donne le choix, les noix et les amandes, je les mets de côté. Parce que ça a été une réponse intelligente dans l'histoire de l'humanité pour pouvoir se nourrir. À un moment donné, c'était bien d'avoir des oléagineux comme ça qu'on peut stocker. Moi, je trouve ça fabuleux, hein, l'histoire de l'humanité et son intelligence pour répondre à ses besoins alimentaires. Mais aujourd'hui, si on a le choix, moi, je préfère planter des forêts de kakis, de kiwis, en métropole, plutôt que planter des amandiers. Parce que c'est intellectuellement parlant, et puis physiologiquement parlant, je sens que c'est ce qui est cohérent. C'est manger du fruit. C'est-à-dire, et puis choisir à chaque fois les espèces les meilleures, les plus sucrées, celles qui s'adaptent le mieux à l'environnement, etc. Bon, là, c'est un peu ce que je dis peut-être. Non, c'est super. C'est beaucoup d'informations. C'est beaucoup d'informations très intéressantes. Je pense que c'est plein de sujets qui intéressent les gens, surtout dans le monde du cru, parce que finalement, il y a le monde du cru et il y a le monde du fruitarianisme, et il y a clairement un lien entre les deux, mais c'est aussi finalement deux mondes qui sont un peu compartimentés, et je pense qu'il y a vraiment de l'information à apporter sur le fruitarianisme, parce que c'est un mode de vie cru qui est différent du mode de vie cru qu'on connaît plus couramment, qui a un mécanisme différent, qui nous apporte des choses différentes.
différentes et qu'il y a un vrai manque d'information. Et donc, moi, je suis très heureux de faire cet échange, d'avoir cet échange avec toi parce que une des choses que je voulais apporter au groupe en acceptant l'invitation d'Alexandre de devenir modérateur, c'est justement d'apporter un peu plus de mon expérience qui est vraiment beaucoup plus tournée vers un mode de vie frutarien et de partager ça avec les gens parce que quand moi j'ai fait ce passage du cru au frutarien, ça a été un changement presque plus radical encore que de passer du cuit au cru. Mhm. Et je trouve qu'il y a, voilà, il y a plein de choses à raconter dessus. Alors, Joris, je voudrais juste revenir une seconde sur ton histoire parce que on a digressé On a déjà sur différents discuté, ouais. sujets. Est-ce qu'avant ça, je peux juste te demander de baisser un tout petit peu ton téléphone parce qu'on perd. Si tu peux juste baisser un tout petit peu, on te voit bien quand tu nous parles. Ah, baisser comme ça? Voilà, Baisser super. la caméra? Voilà, Ok, peut-être ouais. voilà, peut-être, voilà, c'est beaucoup mieux. Comme ça, on voit ton visage quand tu nous parles. Sinon, tu étais en train Ah, ça va, pardon. de sortir progressivement du cadre. Alors, je voudrais raccrocher les wagons puisque Ouais. tu expliquais que tu avais donc découvert ce mode de vie, que finalement tu avais adapté un peu ta vie de musicien avec ce régime alimentaire. Euh, quelles ont été les étapes suivantes pour toi dans ton cheminement et qu'est-ce qui a fait que tu es aujourd'hui en Guyane? Alors, les étapes suivantes, ça a été, on va dire, euh, un peu une cassure avec. Non, peut-être ça s'est fait petit à petit. Disons que de moins en moins, je répondais à des offres de prestations. J'étais professeur dans des conservatoires, tout ça. Bon, j'ai un petit peu arrêté tout ça et j'ai tout simplement démissionné. Et du coup, bon, c'est vrai que ça a surpris beaucoup de monde. Bon, moi, j'étais là, c'était vraiment une période un peu difficile parce que j'étais rattaché à rien. Dans ma tête, c'était faire des voyages, découvrir les tropiques, la forêt tropicale. Je voulais découvrir les fruits tropicaux et et au fond de moi, je voulais vivre en autonomie, c'est-à-dire faire pousser des arbres fruitiers et être autonome. Pas par peur d'un effondrement ou de quoi que ce soit, mais plus pour le plaisir en fait de sentir de se sentir responsable sur son approvisionnement en nourriture et puis manger des fruits mûrs et puis pour le plaisir quoi parce que vivre planter des arbres fruitiers et puis vivre avec la nature comme ça c'est au fond de moi c'était pour moi un appel quoi un besoin on va dire Quelle a c'était été quelle a été ta première découverte des fruits tropicaux? Est-ce que ça a été un voyage? Parce que j'imagine que voilà. quand on est en métropole, qu'on consomme des fruits, même si on essaye de les acheter au magasin bio ou occasionnellement avec Orcos ou Jurassic Fruits ou les fruits du soleil, c'est quand même pas la même chose que se retrouver sous les tropiques, d'avoir des fruits locaux, tropicaux, dans des environnements, si possible, où ils sont cultivés en permaculture traditionnelle, comme c'est l'exemple à Bornéo. Quel a été le déclencheur pour toi? Quelle a été la première expérience qui a été un peu le waouh entre le fruit que tu avais l'habitude de consommer et les fruits que tu essayes de faire pousser aujourd'hui en Guyane? Eh ben alors donc moi je suis parti en Guyane premier voyage c'était la Guyane je m'étais dit il fallait que je voie la forêt, donc on va dire vierge. Et la Guyane, pour moi, c'était un super spot parce que bon, je connaissais personne là-bas, mais je savais comme ça sur la carte, je voyais bien que c'était une partie de l'Amazonie et que c'était français. Et je me suis dit, et puis peut-être si jamais je dois m'installer pour faire mon propre jardin, eh ben pourquoi pas le faire là-bas. Donc je suis parti en premier en Guyane. Et en fait, j'ai été très très déçu. Parce qu'arrivé à Cayenne, il fallait que moi je m'attendais à manger des mangues, des bananes, des papayes à profusion, etc. Et en fait,
c'est pas super bien approvisionné en continu. Il y a 2 marchés. Et puis surtout à cette époque-là, donc c'était il y a 4 ans, je pense. Ouais, 4 ans peut-être. Il n'y avait pas encore une loi qui était sortie interdisant la maturation des fruits avec donc un produit qui s'appelle, alors je le connais en indonésien, c'est carbet, parce qu'en Indonésie, il y a ce problème-là aussi. Ils appellent ça carbet, mais en fait, c'est du carbure de potassium. Et voilà, c'est ça, c'est du carbure de potassium, un truc comme ça. Et en fait, tous les fruits, ils mettent ça. Alors, ils font tremper, ou alors il y a un système où ils les mettent avec un peu d'eau, etc., dans des sacs plastiques, etc. Et par exemple, la banane verte, le lendemain, elle est jaune. Même si la banane, elle a été cueillie verte, pas assez mûre sur le pied, etc., le lendemain, elle est jaune. Et par contre, bizarrement, elle va rester jaune pendant 1 semaine, 2 semaines. Et ça n'existe pas. En réalité, la banane, Oui, quand ils elle font est ça jaunie, en Indonésie, ils font ça avec les mangues aussi. avec les Malheureusement. mangues, ils font ça avec les avocats aussi. Ils font ça avec beaucoup de fruits. Ouais. Et, Donc, ce qu'il faut et du savoir, coup, c'est que en fait, c'est du marketing, c'est que il paraît mûr, mais en fait, il n'est pas mûr du tout. Et en termes nutritifs, il est pas du tout mûr. Et souvent, en plus, il a pas un goût terrible. ah oui, il est indigeste. En fait, c'est une fausse maturation qui fait qu'il va avoir l'aspect mûr, il va avoir l'aspect mou aussi. Ce qui se passe quand ils font ces opérations-là, c'est que ça monte en température aussi assez fort. Et donc, effectivement, alors, quand on mange que des fruits, bon, ben, au bout d'un moment, on a faim, quoi. Et bon, alors moi, je découvrais ça, je mettais ça à la bouche. Moi, je sais là, bon, il n'y a pas de. Il n'y avait pas de plaisir, quoi. Presque une pomme, c'était meilleur. Mais je ne savais pas au début. Puis rapidement, j'ai compris, j'ai discuté avec des paysans, j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs sur la Guyane. Et effectivement, ils utilisent beaucoup de produits de la plantation, enfin de la graine, on va dire, jusqu'à la commercialisation. Et aujourd'hui, moins, parce qu'il y a une prise de conscience qui a été faite par les générations d'agriculteurs, on va dire, qui ont suivi. Et donc, il y a eu une loi là, qui a interdit ce produit. Donc, aujourd'hui, on a moins ce problème. Mais la banane que je cueille dans mon jardin, elle est 10 fois meilleure que la banane que je vais acheter sur le marché, qui aura été cueillie moins mûre, qui peut-être aura reçu des engrais, ou au mieux qui aura poussé sur un sol qui aura brûlé. En fait, traditionnellement, c'est l'abatis brûlis, c'est le jardin, on va dire, créole ou amérindien, c'est-à-dire on brûle une partie pour faire pousser des... Et effectivement, le sol devient très fertile pendant 2 ou 3 ans, mais après, il est dead. Mais c'est une technique, on va dire, qui est ancestrale, qui a nourri des milliers d'années, on va dire, les gens qui vivent comme ça sous ces latitudes. Donc, je ne remets pas en question tout ça. Mais en tout cas, moi, par des principes de permaculture, où je ne brûle pas, où je ne rajoute pas d'engrais, évidemment pas d'herbicides, pas de pesticides, la banane, elle a un goût qui est extraordinaire, qui est 10 fois meilleur que celle que je trouve sur le marché. Mais surtout Donc, qu'il y ait le goût original, en fait, c'est-à-dire que normalement, toutes les bananes devraient avoir ce goût-là, puisqu'encore une fois, dans nos origines, les origines de l'homme, à l'époque où on évoluait sous les tropiques, eh bien, il n'y avait pas de culture, il n'y avait pas d'agriculture, donc les bananes qu'on consommait étaient les bananes telles que tu les décris. C'est l'inverse qui est absurde, finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité n'est plus le fruit originel qu'on est fait pour consommer et qui est fait pour nous nourrir, nous donner de l'énergie et de la force vitale. Et du coup, toi, donc, est-ce qu'il y a une forme de révélation où tu as décidé de partir de la métropole et de. Est-ce que la révélation, en fait, pour moi, ça a été clair. Ça a été je peux pas compter sur, on va dire, sur la métropole pour, on va dire, dans l'urgence, manger des fruits, on va dire,
à satiété, enfin, manger des bons fruits. Je peux pas compter sur on va dire, bon, ben, là, la Guyane, les tropiques, on va dire. Donc, ce que je me suis dit, c'est, il faut que toi-même, tu fasses ta propre expérience de jardin. Alors, sur ce premier voyage, quand même, j'ai eu accès, on va dire, peut-être à 2 reprises, à des vraies bananes de jardin créole, cueillies au bon moment, etc. Et là, vraiment, là, ça a été waouh! C'était, il y a eu un appel vraiment énorme. Mais c'est très rare d'avoir ça parce que soit déjà les gens ils consomment très peu de fruits. Ça, c'est clair que même s'ils ont un régime de bananes dans leur jardin, même s'ils cueillent au bon moment, hop, ils vont de suite distribuer les mains à droite, à gauche, parce que sinon ça se perd, quoi. Enfin, ça pourrit. Et eux, ils vont en manger 2, 3. Ils consomment très peu de fruits. Donc, mais bon, c'est 2 petites expériences là où j'ai mangé vraiment des fruits vraiment mûrs sur l'arbre. À un moment donné, c'était des mandarines, des papayes aussi. Vraiment, je me suis aperçu que effectivement, quand on cueille, que c'est mûr sur le pied, etc., y a pas meilleur, quoi. Ça passe tout seul, c'est un goût extraordinaire, l'arôme, voilà, il y a pas de secret. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, il faut avoir son propre jardin. Donc, ça a consolidé mon idée de départ. Mais bon, je me suis dit, allez, j'étais en Guyane, et je me suis dit, allez, je vais aller en Équateur pour voir. J'avais choisi l'Équateur, je sais plus trop pourquoi. Mais de la Guyane, donc je suis parti en Équateur pour voir un petit peu ce qui se faisait. Et autre déception là-bas, pareil, là, on va dire, ça faisait depuis 10-15 ans que le dollar était arrivé, que on va dire des processus agronomiques modernes aussi. Ils sont passés de 1000 variétés de patates, par exemple, à 3. En gros, ben, c'est un peu ce qui s'est passé en métropole il y a peut-être 70 ans ou 80 ans, c'est-à-dire lorsque les semenciers ont arrosé d'une même semence, on va dire, tout le territoire. Par exemple, pour le blé, enfin, je dis une, peut-être il y en a 3-4, hein, mais très peu par rapport aux paysans qui avant faisaient une sélection de leurs propres graines. Donc, on appelle ça la sélection massale. Et ils semaient leurs propres graines. Donc, il y avait autant presque de variétés que de terroirs. Et là, en Équateur, je suis arrivé et j'avais raté le coche. Il fallait y aller 10 ans avant. 10 ans avant, voire 15 ans avant, puisqu'après, donc voilà, en Équateur, j'ai rencontré donc 2 superbes personnes. Donc un Américain qui, depuis 25 ans, crée une forêt fruitière et collectionnait les fruits du monde. Donc il avait des durians, il avait certains artocarpus, il avait ouais, une petite collection. Donc c'était un vieux monsieur qui vit toujours, je pense, qu'il a 70 ans ou 75 ans. Et je suis allé sur sa ferme et comme woofer, on va dire. Et pendant 15 jours, je l'ai accompagné dans ses tâches de pépinière, de plantation, de nettoyage. Et lui, c'était vraiment très peu enfin, c'était quasiment pas mécanisé. Il avait une tronçonneuse, mais sinon, c'était à la machette, le nettoyage. Euh, il faisait donc de la greffe aussi. Et il vendait sur Internet, et il vend sur Internet, sûrement encore, des graines de ces arbres qui avaient déjà 25 ans, ces arbres. Donc, ça, c'est une bonne expérience. Et ensuite, je suis allé chez un permaculteur. Donc, lui, c'est polyculture. Il avait, je crois, 2-3 cochons. Après, il avait pas mal de canards qu'il faisait en association avec le riz. Les canards mangeaient les mauvaises herbes et puis les parasites et les insectes en fait, de la rizière. En même temps, ils faisaient leur déjection dans la rizière, donc ils fertilisaient le riz. Et donc, il essayait ces associations-là, qui n'étaient pas du tout la norme. Quoi. Ils étaient peut-être 2 en Équateur à faire ce genre de truc, qui est extrêmement vertueux, quoi, parce que du coup, il produit de la chair animale et du riz sans chimie. Oui? Ah, ok, ça marche. Ok, on fait ça. Merci, à plus tard. Excuse-moi. Je t'en prie. Et tu pourras couper, j'imagine? Non, on continue. C'est dans les conditions du direct. Ah, ok, ok.
Parfait. Et donc, du coup, j'en étais où? Et donc, du coup, ça a évité. Cette expérience en Équateur. Ouais, cette expérience, ben, avec c'était intéressant, son riz plus le canard, parce que bon, il essaie de montrer que sans produit, parce que il faut savoir que quand les produits arrivent, que ce soit les engrais ou les pesticides, herbicides, fongicides, quand ils arrivent, ils font un tabac, dans le sens où l'agriculteur qui a toujours vécu de sa petite agriculture, etc., qui commence à mettre une seule poignée de grains blancs au pied de ses cultures et que d'un coup c'est vert comme du poireau, ça pousse énormément, etc., c'est extraordinaire. Donc ça fait un tabac, les sols ne sont pas encore, on va dire, défoncés à ce moment-là, donc les engrais ils ont un effet démultiplié et petit à petit et rapidement, il va falloir traiter parce que les plantes elles se carencent à cause de ces engrais, elles ont des carences, donc il faut traiter, etc. Et on va dire l'engrenage les contraint C'est ça. à garder ce. C'est un véritable engrenage et malheureusement, ça détruit des environnements originels qui étaient intouchés pendant des millénaires, des dizaines et des centaines de milliers d'années, qui produisaient, où la nature produisait les fruits dans leur qualité la plus pure et leurs aspects nutritifs les plus riches, mais effectivement, cette illusion euh, apportée par l'industrie moderne va venir créer un engrenage pour tous ces cultivateurs qui va finir par détruire totalement cet environnement. Et malheureusement, comme tu le racontes, c'est le cas en Équateur, c'est aussi le cas au Costa Rica, c'est le cas en Indonésie. Tous ces cas qui vont notre terre violée par l'utilisation de tous ces produits. C'est exactement ça. En fait, en t'écoutant et puis en réfléchissant, je pensais à un petit peu le cuit, sans vouloir mettre à mal l'alimentation cuite, etc. Mais si on fait une comparaison avec la terre, enfin le sol, si on considère le sol comme un organisme vivant et tout ce qui pousse dessus, en fait, quand on donne de l'engrais de synthèse, de l'engrais de synthèse à NPK, quoi, on va dire, donc azote, phosphore et potassium, quand on met ça, c'est un petit peu comme si on nourrissait un être humain avec de la nourriture cuite. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des carences qui se créent ou des déséquilibres et il faut compléter par de la médecine. Et cette médecine, c'est pesticides, fongicides, herbicides. C'est de la médecine et c'est comme sur le corps humain, on va mettre des antibiotiques pour contrôler la quantité de prolifération de bactéries, de champignons, etc. Mais c'est pareil, on donne NPK. Certes, ça carbure, ça c'est sûr, les plantes carburent avec NPK. De la même manière, un être humain, on lui donne du riz, du maïs ou du pain, du blé, c'est du concentré de sucre et même de protéines là-dedans. Ouais. Donc forcément, mais ça carbure. En apparence seulement. Puisque derrière, les conséquences et les séquelles vont venir plus tard, mais vont montrer qu'en réalité, c'était simplement une illusion et qu'il y a eu une destruction qui a été produite en souterrain. Ben, c'est ça. Alors, illusion, en fait, ça marche, hein, toutes ces céréales, ça marche, puisque effectivement, l'esclavage, on ne donnait pas aux esclaves des grappes de raisin. On leur donnait de l'énergie, on leur donnait du riz ou tous ces trucs-là. Et bon, il fallait que ce soit bon. Donc, la cuisine, c'est important de cuisiner les choses parce que tout ce qui est riz, pâtes, pommes de terre ou même tout ce qui est cuit, quoi, il faut les cuisiner pour que ce soit bon au goût. Sinon, c'est pas bon au goût. Donc, on leur donnait sûrement des pâtés je sais pas moi, de blé, de trucs. Alors, c'est sûr que, voilà, parce qu'un esclave, il faut qu'il soit rentable. Mais on ne donnait pas des grappes de raisin, ça c'est sûr. Moi, je pense que l'alimentation à base de graines, ça a été une solution d'urgence au début pour pallier des périodes de disette, etc. Il y a le côté aussi psychotrope de toutes les graines, elles ont un côté addictif. Les graines, parce qu'il y a dedans je pense, des opiacés. Ouais, c'est ça. Il y a un petit peu d'opiacés, donc
ça a été un mélange un peu de tout. Les hommes, ils se sont rués là-dedans par la facilité, mais aussi il y a eu comment dirais-je, un mécanisme de pouvoir qui s'est mis en place. Il a fallu des gens pour cultiver ça, et c'est du travail, c'est un travail qui est bien plus dur que s'occuper d'un verger d'arbres fruitiers. Les arbres fruitiers, on les plante qu'une fois. Le blé, c'est chaque année. On détruit les sols, les civilisations, elles se sont effondrées parce qu'elles ont détruit tous les sols avec l'irrigation, etc. Mais c'est facile quand on fait travailler des esclaves ou des gens dont on a le pouvoir. Ben c'est facile, on dit voilà, on veut faire ça, ça et ça. Mais si on laisse le choix aux gens, il n'y a personne qui, par exemple, les gens qui veulent vivre en autonomie ou tout ça, donnez-moi que quelqu'un me dise qui fait pousser son propre blé. Alors il y a le livre de Fukuoka. Donc Fukuoka, lui, dans La Révolution d'un brin de paille, il a montré le bien fondé des sols vivants, des couverts de sol, etc., de la matière organique, tout ça. Mais lui, il est allé jusqu'à montrer qu'on pouvait vivre, que chaque famille, on va dire, chaque village pouvait vivre de ses productions de riz, donc avec ces techniques-là. Mais qu'est-ce qu'il a cherché? Il a cherché longtemps pour trouver une technique qui ne dégrade pas les sols et peut-être les améliore. Mais il n'en reste pas moins que c'est du travail, que c'est chaque année qu'il faut faire suivre les cultures, les intercultures, pour justement pas abîmer le sol, les légumineuses, lui faisait riz et avoine. Voilà, ça c'est un livre que j'ai lu au début, mais qui m'avait pas totalement convaincu. Bon, mais parce que effectivement les graines c'est pas des fruits. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que il y a quand même un problème avec les graines, c'est que même la personne qui veut prendre soin du sol et veut être autonome, veut nourrir sa famille, etc. Est-ce qu'elle va cultiver des graines sans pétrole, sans machine, etc. C'est un peu compliqué. Les Dayaks que j'ai rencontrés donc, sur Bornéo, donc eux, ils sont là-dedans, hein, ils mangent beaucoup de riz, ils mangent des fruits, mais pas tellement, ils pourraient en manger tellement plus. Mais C'est ça je qui est pense que... étonnant. Moi, ça m'a Ouais. étonné à Bornéo, où j'étais au mois de janvier, c'est de réaliser, et c'est un peu ce que tu décrivais aussi avant en Équateur, c'est que finalement, ces environnements tropicaux où il y a une abondance de fruits, les populations locales s'en désintéressent totalement. Ils en mangent très très peu. Et à Bornéo en particulier, où ils ont cette abondance extraordinaire de fruits, des dorians, mais aussi tellement d'autres, les mangues, les papayes, tous les fruits, les bananes, tellement de variétés différentes de tous ces fruits-là, et bien malgré tout, ces populations les laissent sur les arbres. En fait, ils ne vont les récolter que pour les marchés, et c'est une consommation vraiment à la marge. Et la plupart des repas que tu vois chez les gens à Bornéo, c'est des repas typiques asiatiques, poulet, bœuf, riz, pas trop de cochons parce que c'est une population à majorité musulmane, mais c'est vraiment aberrant de voir une zone qui a une telle richesse nutritive qui est totalement laissée de côté par la population moderne. En fait, c'est aberrant. Il pour essayer de comprendre le truc, c'est que moi, j'ai été en Indonésie plusieurs fois, 4 fois. La première, j'ai raté toutes les saisons de fruits. Donc, j'ai fait beaucoup d'îles. J'ai fait Java. Je suis même allé à non, à non pas Lombok. J'ai fait Java, Bali, Sumbawa, Bornéo et Sumatra. J'ai fait toutes ces îles en cherchant. C'est là que j'ai commencé à bien apprendre l'indonésien, la langue, parce que à chaque fois, j'allais voir les gens, les vendeurs de fruits, de légumes. Bon, c'est où et quand qu'il y a des fruits. Où et quand. Et mon manque de chance, à chaque fois, je ratais le coche de la saisonnalité des fruits. Et là, je me suis aperçu Il faut peut-être faire une parenthèse pour les gens qui nous écoutent et leur expliquer qu'à Bornéo, la saisonnalité des fruits est assez courte. Par exemple, la saison des dorians, la pleine saison, ça dure à peu près un mois et demi maximum par année. Et il faut vraiment être là au bon moment. Et évidemment, chaque année, c'est pas la même période. C'est-à-dire qu'il y a une année où ça peut être en décembre et une autre année, ça peut être en février. C'est pas tout à fait vrai. J'ai bien étudié la question et comme toi, tu t'es fait une idée. C'est pas évident parce que là-bas, personne ne va avoir une réponse claire là-dessus.
Et en fait, moi, je connais bien Bornéo maintenant parce que je suis allé côté malaisien, donc dans le sud, dans le nord, je suis allé à l'est, je suis allé à l'ouest. Je connais bien cette île. Et en fait, la saisonnalité, il y a des microclimats. Il faut savoir que c'est une île qui devait être donc, qui était entièrement recouverte de forêt avant que l'homme zigouille les trois quarts de forêt. Pour la production de l'huile de palme. Voilà, la production d'huile de palme. Et les animaux, comment ils prospéraient? Eh ben, ils se déplaçaient. Et effectivement, si j'ai aujourd'hui, comme je connais bien et que j'ai des amis un peu partout sur l'île, je peux savoir à quel moment, etc. Bon, là, de ce que je vois là sur les 2-3 dernières années, c'est que c'est quand même régulier par rapport à chaque site. La saisonnalité, elle est assez régulière. C'est pas un mois d'écart, quoi. Écoute, cette année justement, il y a eu presque 2 mois d'écart. Le groupe de fruitariens que j'ai rejoint au mois de janvier, il y a eu quasiment 2 mois d'écart sur la saison des durians. Dans la zone de Bornéo, on était plutôt le sud de Bornéo, sud-ouest. Et effectivement, je pense que les changements climatiques commencent aussi à avoir des impacts et des conséquences sur les saisonnalités. Tu vois, c'est encore une info. De toute façon, il faut recouper tout ça. Parce que, effectivement, moi, sur 50 km, par exemple, je sais que chaque année, quand j'y vais, parce que j'ai de bons amis aussi là-bas, je sais qu'il y a un décalage qui est quasiment d'un mois sur 50 km. Donc, la personne ou l'animal qui a un peu de jugeote et qui mange que des fruits, il peut, voilà, sur un certain rayon, manger des fruits. Et vraiment, ça peut aller loin parce que, donc, je crois que ça peut aller jusqu'à fin février, même début mars, selon les espèces aussi de fruits. Et ça peut commencer déjà début janvier. C'est-à-dire que de début janvier à début mars, l'animal qui connaît l'île, s'il se déplace, il peut manger. Donc ça fait décembre, janvier, février. Ouais, bon, c'est pas énorme, ça fait 3 mois. Mais même, je dirais plus, parce qu'il y a aussi des fruits selon les espèces. Parce que moi, je me repère avec les durians, parce que c'est vraiment une espèce, en fait, une famille que je trouve extraordinaire. Mais tu as tous les artocarpus, tu as énormément d'espèces qui fructifient après la période des durians aussi. Donc, non, je pense que c'est possible d'avoir du fruit longtemps, mais il faut connaître les microclimats et il faut chercher. Mais c'est vrai qu'à une période, je me souviens, c'était le deuxième voyage, pas de fruits, c'était en novembre. Ouais, voilà, c'était en novembre, donc c'était pas décembre. Donc pareil, j'avais pas encore toutes les infos pour connaître les périodes de fructification. Donc j'arrive en novembre sur Bornéo. Je vois des fruits donc dans les grosses villes. Et là, je demande, bon, ils viennent d'où? Et ils étaient très chers, donc les durians. Donc je demande, ils viennent d'où? Donc ils étaient chers parce que il n'y en avait pas beaucoup. Donc tout ce qui est rare est cher. Donc quand il n'y en a pas beaucoup, ben, le prix augmente fortement. Et donc ils m'ont donné je suis allé sur 2 zones, on va dire, sur 15 jours, je suis allé sur 2 zones où il y avait du durian qui donnait. Mais c'était des zones vraiment localisées, même il n'y avait aucune explication pourquoi sur cette petite colline, les durians ils se mettaient à donner à ce moment-là, et sur des centaines de kilomètres à la ronde, rien. Donc là, il y avait des points d'interrogation. Alors ça faisait le bonheur des familles qui possédaient certains arbres quoi, dans ces plantations. Bon, ça ressemble à des forêts, mais c'est des forêts, on va dire, où les familles contrôlent ou possèdent des arbres, en fait. Et chaque famille va récupérer, du coup, dans ce cas-là, les durians pour les vendre à prix très intéressant. Donc, alors, c'est vrai que les saisonnalités en métropole, c'est très clair. Il y a 4 saisons avec l'hiver qui marque vraiment la fin de la vie, en tout cas de la vie dans les arbres. Mais c'est vrai que sur la ligne équatoriale, comme c'est chaud et humide, et que même s'il y a des saisons de pluie, avec le changement climatique, c'est vrai qu'il peut y avoir des moments, par exemple, il suffit de
il suffit de 3 semaines sans eau pour que certaines espèces d'arbres comme le manguier ou comme peut-être le durian fassent des fleurs pour faire des fruits. C'est-à-dire que la sécheresse, le manque d'eau génère la floraison. Donc, 3 semaines dans une période qui normalement est pluvieuse, 3 semaines sans pluie, l'arbre va faire des fleurs. Donc, 6 mois après, on va avoir des fruits. Alors que 6 mois après, on n'était pas censé avoir de fruits, on va dire, habituellement. Donc, c'est ce qui est rigolo aussi avec on va dire les saisons sous l'équateur, c'est qu'on peut avoir 2 fois des mangues dans l'année. En Oui, Guyane, c'est un microcosme complètement différent de celui auquel nous, on a l'habitude en Europe, en tout cas. Et ouais. Joris, il nous reste quelques minutes et je voudrais absolument en savoir un peu plus sur ton projet en Guyane, sur ce que tu fais actuellement. Et aussi, par curiosité, pourquoi tu as choisi finalement la Guyane plutôt qu'un autre pays tropical, plutôt que l'Équateur ou plutôt que Bornéo, où tu avais été plusieurs fois? Alors, la Guyane, parce que, bon, comme ma première intuition quand je suis parti en Guyane, c'est d'une part, c'est resté, ça n'a pas été déforesté. C'est un espace français, donc qui fait partie de l'Union européenne. Et on va dire, il n'y a pas eu de marché juteux du bois, même s'il y en a eu un petit peu, mais très peu, ou même de l'agriculture avec des déforestations pour planter du soja, par exemple, comme au Brésil. Il n'y a pas eu tout ça parce que il n'y avait pas ce besoin et surtout, c'était moins cher au Brésil pour se fournir en bois ou en soja. Faire travailler des Français en Guyane, ça coûterait trop cher. Tout ça, c'est déjà fait au Brésil. Donc, le Brésil, il est déforesté. Enfin, la forêt amazonienne du Brésil est déforestée pour ces cultures-là et pour le bois. Donc c'est une chance quelque part pour l'Amazonie d'avoir cette partie qui est restée sauvage. C'est très rare, même en Indonésie, j'ai rarement vu des espaces comme ça sur des kilomètres où l'homme n'est pas là en train de piller sans arrêt ou d'exploiter quoi la, la, la nature. Donc ça m'a vraiment enchanté quoi. En Guyane, cet aspect-là, c'était vraiment exceptionnel, quoi, unique. Par rapport au voyage que j'ai fait, j'ai pas vu. Pour moi, la Guyane, ça reste un petit joyau vert, quoi. Donc à préserver. Du coup, et donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est parce que c'est français et bon, ben, j'ai une famille. Je suis français. Je suis fier d'être français. Enfin, fier. Je m'en fous. J'aurais pu être un autre, mais je veux dire. Tant mieux, quoi. J'ai été français, la vie m'a fait français, j'ai dit tant mieux. Et je veux pas changer de nationalité, j'ai pas envie de m'installer ailleurs. Donc voilà, c'est de l'opportunisme, quoi. Je saisis cette occasion-là. Donc pas besoin de faire des papiers pour vivre dans un autre pays, etc. Donc j'ai juste à faire des papiers pour avoir l'obtention du terrain ici et d'ailleurs qu'on a eu. Donc en bail emphytéotique et l'obtention du terrain et puis pouvoir vivre, fonder une famille, faire venir la famille, etc. Pour moi, c'est beaucoup moins compliqué. Je connais des gens. Combien de temps que tu es installé en Guyane? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. On a déjà l'obtention du terrain. Tu m'as dit, vous avez un terrain de 40 hectares dans la forêt. Voilà, la demande cultiver en fait, des fruits amazoniens et des fruits aussi que tu as importés de Bornéo, si j'ai bien compris. Voilà. Alors, ouais, c'est ça. J'ai ramené énormément de graines de Bornéo, d'espèces vraiment de collection. Enfin, moi, je les qualifie de collection parce que même à Bornéo, c'est ces fruits-là. S'il y a des gens, par exemple, qui me voyaient, des Indonésiens ou des Malaisiens qui me voyaient manger ces fruits-là, ils me disaient, ah, est-ce que tu peux me donner la graine? Je vais planter. J'ai dit, ben non, justement. Donne-nous un ou deux exemples. Ah, ben, par exemple, un durian, alors Durio graveolens, donc c'est une espèce de durian à chair grasse, pas sucré, qui n'est pas sucré, qui fructifie après le Durio zibetinus, donc le durian commun qui est commercialisé. Donc cette espèce-là, Durio graveolens, elle a énormément de variétés en son sein. Et partout où je suis allé sur l'île, j'ai retrouvé cette espèce
on va dire botanique, mais avec, on va dire, des formes, des couleurs de la peau ainsi que de la chair différentes. Par exemple, je mangeais un durian gravéolens à chair blanche. Euh, donc à chair blanche, bon, moi j'avais jamais vu, je savais même pas que ça existait. Je faisais les marchés des villes proches de la forêt là, et je les faisais à 6 heures du matin pour être sûr de justement mettre la main sur des fruits que ben voilà, les locaux, les paysans venaient vendre. Et j'avais trouvé ce durian là, et c'est vrai que quand je l'ai mangé, je me suis assis quoi. C'était vraiment excellent. Ça avait une texture de fromage de chèvre, on va dire, un petit peu. Et ouais, gras, avec un petit goût de, c'est dur à expliquer, un petit goût de miel, comme si c'était comme un fromage blanc avec un filet de miel. Ça avait un peu ce goût-là. Et un goût que d'autres variétés de cette même espèce n'avaient pas, en plus. Donc, voilà, ben ça, les gens, ils m'ont. Et donc ça, maintenant, tu vas le planter en Guyane. C'est planté, c'est déjà en terre. Là, comme ça a été la saison des pluies, là, ce mois dernier, là, on a planté plus de 200 arbres là, avec Thomas. Donc, ce sont ouais, des arbres avec des chair arc-en-ciel, chair rouge, chair jaune, chair orange, chair de toutes les couleurs, peau de toutes les couleurs, des durians à la peau rouge, donc c'est l'espèce de dulcis, au goût de Nutella, donc ça c'est Cutegensis, c'est à goût de Nutella, carotte, quand c'est bien mûr, là, c'est vraiment extraordinaire. Enfin, vraiment, j'ai poussé la recherche du bon fruit à fond. Même là-bas, hein, des fois, je goûtais des fruits, je me disais, ah, ce fruit doit être excellent, potentiellement mûr sur l'arbre. Mais tous les gens là-bas le vendent pas mûr et ils vont le cueillir vert. Et ils le mangent vert et ils l'aiment vert. Ils l'aiment pas. Enfin, ils disent qu'ils l'aiment pas mûr sur l'arbre. Mais en réalité, quand je suis tombé sur le fruit qui est tombé tout seul par terre, mûr, qui n'a pas été encore bouffé par les fourmis ou d'autres animaux, c'est hallucinant. Le goût, c'est extraordinaire. C'est meilleur que tout ce qu'on peut Et donc, imaginer. et donc ces 40 hectares que tu as acquis, ce terrain que tu as acquis, tu vas le dédier à la cultivation de tous ces fruits-là en permaculture. Et Ouais. quelle est la vocation long terme de ce projet pour toi? Ben, c'est une bonne question. Alors, donc, moi, je suis parti à la base, je voulais être en autonomie, donc juste planter, de quoi me nourrir moi. Mais quand l'énergie vient, parce qu'on se nourrit bien, qu'on a une hygiène de vie qui tient la route, qu'on a des pensées positives, enfin, je veux dire le b.a.-ba, on se sent, tous les jours, on a envie de soulever des montagnes. Donc je me dis, et puis en plus, Thomas, que j'ai rencontré quand j'avais fait un voyage au Maroc, je voulais visiter les palmeraies, les oasis. J'avais rencontré Thomas et j'avais fait part de mon parcours, tout ça. Et puis lui, ça lui a plu, il s'est mis au cru et puis il a voulu m'accompagner pour ce projet. Et là, on est vraiment à deux sur le projet. Donc, le projet est dimensionné à deux. Du coup, on s'est dit, bon, mais c'est parti, on va faire un méga truc et tout. Ça s'est fait petit à petit. Moi, quand je reviens d'Indonésie, je ramène 10 kilos de graines. Ça fait, je sais pas, des centaines et des centaines d'arbres de pépinières. Donc, on se retrouve avec ça. On a les graines, on va pas les jeter. On a les arbres, on va pas les jeter. On a fait une demande de 40 hectares. Donc, elle a été acceptée. La demande, on ne sait pas encore combien d'hectares, mais en tout cas, bon, c'est large, c'est très très large. Et du coup, on se retrouve avec tout ça. Ben quoi, on fait quoi? On les plante. Donc, du coup, on va se retrouver avec effectivement une forêt fruitière du monde, avec les fruits du monde. Et la vocation de ça, ben, pour moi, c'est la pédagogie. J'ai envie de transmettre ce dont maintenant je suis sûr en termes d'agronomie sur le sol, sur l'agriculture en général, parce que j'ai cherché, et j'ai étudié ça, j'ai fait mes expériences, etc. Donc, j'ai envie de transmettre ce que je sais pour que les gens fassent la même chose ailleurs, puisque c'est l'avenir de l'humanité. Manger des fruits, enfin, soit l'humanité mange des fruits et elle soigne le sol et elle se soigne elle-même, soit ben, elle continue à à manger comme elle le fait. Et à ce moment-là, ça va être compliqué quoi, de gérer l'écosystème. C'est Donc, très beau ce que tu dis parce que tu dis c'est l'avenir de l'humanité et en même temps c'est l'origine de l'humanité. C'est-à-dire que finalement,
l'humanité s'est éloignée de son origine, puisque à l'origine, l'homme était frutarien, et on s'en est énormément éloigné au fur et à mesure des millénaires et des siècles, et encore plus ces derniers siècles. Et finalement, ce que tu dis, c'est que l'avenir est dans notre origine, dans le retour à nos origines. Bien sûr. Et même mieux, c'est même mieux parce qu'on a l'intelligence maintenant. On sait greffer, on sait, voilà, il y a 1000 variétés de kaki, par exemple, au Japon. Je dis 1000, c'est symbolique pour dire qu'il y en a énormément. Bon, mais je sais pas moi, des millions, des milliards, la BCE, chaque jour, elle balance 100 milliards de dollars, d'euros, de je ne sais quoi. Il suffirait de mettre ne serait-ce que, je sais pas moi, 500 000 euros, recherche et développement. On envoie des pépiniéristes, on envoie des biologistes, des botanistes. Ils reviennent avec des greffons. On fait des tests, on fait des forêts pas des forêts de kakis, mais des forêts d'arbres fruitiers, dont des kakis. On essaye toutes ces espèces. On les fait sécher. On les mange l'hiver, on les mange en été. On fait des smoothies avec. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué à designer un écosystème vertueux. On a l'intelligence, on a les avions sans les avions, c'était impossible de ramener le durian en Amérique latine. Grâce aux avions, voilà, pour pas toujours cracher sur l'énergie fossile et tout, ben, grâce aux avions, on peut faire ça, on peut faire le pire comme le meilleur avec ce qu'on a autour de nous. Et la permaculture, c'est ça, c'est qu'est-ce que j'ai autour de moi, qu'est-ce que je veux, et qu'est-ce que je peux faire avec ce qu'il y a autour de moi pour arriver à ce que je veux. Et bon, et ben donc là, toi, moi, ouais. et à part donc toute cette démarche, évidemment, écologique, éducative, pédagogique, et aussi de donner naissance à tout un écosystème là-bas, qui du coup va être un écosystème assez unique, puisque tu amènes en Ah oui. Guyane un ensemble de fruits qui viennent de Bornéo ou d'ailleurs, donc tu vas recréer un écosystème, ce qui en soi est un projet vraiment magnifique. Est-ce qu'il y a une vocation aussi euh, commercial, mais au sens noble du terme, de pouvoir commercialiser ces fruits qui vont être des fruits d'une qualité exceptionnelle? Est-ce que tu as vocation est-ce que tu t'imagines à faire un peu comme les partenaires d'Orcos ou de Jurassic ou des fruits du soleil pour pouvoir, par exemple, donner accès à ces fruits en métropole? Alors, il y a plusieurs raisons. C'est non direct parce que, enfin, il y a une part de oui, mais disons que ce serait profiter d'un marché de niche, d'une part. Moi, les premières personnes qui devront profiter de ces fruits, ce seront les locaux. Donc, les gens de Sinnamary, les gens que je croise à Sinnamary, les amis, les créoles, les brésiliens, les gens qui sont là. C'est eux qui devront en profiter en premier parce que, naturellement, dans une société, on va dire, décarbonisée, enfin, défossilisée, puisque c'est le pétrole qui permet tous ces échanges, etc. Ben c'est ceux qui sont autour des cultures qui profitent, quoi. Pour moi, ça c'est là. En plus, un fruit mûr, il faut qu'il soit mangé rapidement, sinon c'est des problèmes de logistique, de conditionnement, alors, la mangue mûre, il faut du polystyrène partout, et il faut qu'elle vienne en avion pour qu'elle soit comestible, etc. Si elle pourrit pas entre-temps. Et donc c'est trop Donc pour compliqué. toi, Donc c'est plutôt tu imagines les marchés locaux, ce genre de choses? ouais. Premier truc, alors non, même premier truc, c'est les gens, ils viennent sur le site, ils savent qu'il y a un paradis du fruit, on peut appeler ça comme on veut, et ils viennent découvrir des fruits. Alors, ce mois-ci, c'est quel fruit est mûr, quel fruit est bon, etc. Et puis, ils peuvent acheter sur place, ils peuvent manger sur place, comme si c'était un restaurant de fruits. Et donc, ça, ce serait le premier truc. Comme ça, moi, ça m'évite de faire les marchés. J'ai pas envie, dans ma vie, j'ai pas envie de me lever à 3 heures du matin pour remplir des caisses, aller faire les marchés. Euh, et voilà. Et non, à la limite, faire AMAP, ça je trouve que c'est pas mal. C'est-à-dire, on a une production, on la distribue dans des paniers, puis les gens viennent chercher ou un livre. Ça, c'est pas mal. Mais voilà. Donc, en fait, je sais pas trop pour l'écoulement de ces choses-là. Je pense qu'il y aura tout un volet récupération des graines et distribution d'arbres fruitiers, enfin vente d'arbres fruitiers, parce qu'il faut que ça se propage. Je ne tiens pas à l'exclusivité de toutes ces espèces, au contraire, il faut que ça se propage.
Et puis, si on n'arrive pas à écouler en Guyane, parce que je sais pas, moi, les gens n'aiment pas le durian, ce qui m'étonnerait, parce que le peu de durian qu'il y a aujourd'hui en Guyane, il est à 8 heures du matin, il n'y en a plus sur les marchés, parce qu'il y a certains mongs qui font l'agriculture en Guyane qui ont planté des durians. Ils en ont quelques-uns. Mais très rapidement, c'est racheté par. Il y a une communauté chinoise aussi en Guyane. C'est racheté par les Chinois qui connaissent le durian, parce que c'est dans leur culture. C'est racheté à prix d'or. Je crois que c'est 8 euros le kilo. Donc, enfin, à prix d'or. Pour un fruit local, hein, j'entends. Parce que je sais qu'en métropole, les durians sont chers, sont encore plus chers. Oui, enfin, en métropole, ils arrivent surgelés. Donc, c'est encore une autre histoire. Donc voilà. Donc, je pense que même si on produit énormément de durian, le prix va baisser un petit peu peut-être au kilo, mais les gens vont découvrir ça. Les gens ne connaissent pas le durian en Guyane. Donc, tu vas développer l'activité locale et plutôt inviter les gens à venir à toi. Et pourquoi pas, là, je ne sais pas si je te lance une idée ou si tu as déjà pensé, mais peut-être organiser des retreats, des retraites fruitariennes pour des gens peut-être aussi de la métropole qui pourraient venir pour une semaine, pour 10 jours, découvrir cet environnement, cet écosystème, toutes ces variétés de fruits. En tout cas, je sais que moi, je serais le premier sur la liste si tu faisais ça. Avec grand plaisir. Le but, c'est de faire, d'irradier un peu cette chose-là. Et il faut que les gens je suis passé par là. Quand on se met à manger des fruits, on se cherche. On n'est pas né dans une culture de ça. Donc, il faut être très indulgent avec les gens qui n'y arrivent pas ou qui n'ont pas les bénéfices espérés. Il faut être très indulgent. C'est des gens qui sont courageux. Ils ont une aspiration, ils s'y mettent. Et pour X raison, des fois, ça marche pas. Et effectivement, la première des raisons, c'est la qualité des fruits. Il n'y a rien qui est fait pour être fruitarien en métropole. Moi, quand je rentre en métropole, donc comme je vous ai dit, je mange pas de noix et tout ça. Donc, d'où je tire mes calories, c'est des dattes. J'achète des dattes sur Internet de qualité et je mange des dattes. Alors, je les fais en smoothie des fois. Je rajoute des fruits rouges du jardin congelé là, que ma famille ont. Voilà, je fais des trucs comme ça. Et ça va, je prospère là-dessus très bien, mais parce que maintenant je me connais, etc. Et je sais que ça fonctionne. Mais je sais que tellement de gens aspirent à ça, mais c'est impossible. Je leur dis tout de suite, soit vous faites comme moi, vous achetez des dattes ou d'autres fruits si vous avez beaucoup d'argent pour acheter des fruits tropicaux, etc. Soit vous mangez des noix, vous mangez, donc il n'y a pas de souci à faire des concessions si vous les acceptez bien et tout. Mais si vous vous sentez mal, venez dans les tropiques, apprenez la permaculture et faites un verger, lancez-vous. Et vous verrez que vous allez prendre l'air, vous allez faire de l'activité physique, vous allez être dans votre élément, vous allez créer quelque chose, vous allez mettre quelque chose, vous allez rajouter quelque chose à ce qui manque dans ce monde. C'est-à-dire un écosystème sain, des gens sains, des sols sains et de la vie. Alors que rester dans cette société en essayant de vouloir améliorer les choses, en mangeant mieux, mais en ayant un travail qui ne correspond pas forcément à son éthique ou sa vision d'un monde un peu plus vert, un peu plus prospère, c'est pas la solution. Il faut se lancer. Il faut pas avoir peur et c'est quand on a rien, quand on est marre avec rien, que la vie nous donne énormément. On fait des rencontres, on partage plein de choses et effectivement, pour revenir à ce que tu dis, parce que je fais beaucoup de digressions, effectivement, un site comme ça qui accueille des gens qui font l'expérience du fruitarisme avec des fruits de qualité, forcément, ça peut que leur réussir. Et bien sûr, qui apprennent du coup les principes et puis surtout la pratique de la permaculture, parce que c'est facile aujourd'hui avec les Internet, avec les formations de permaculture, c'est facile de comprendre et d'apprendre la permaculture, mais en pratique, c'est bien de mettre la main vraiment sur les milliers de détails auxquels on est confronté quand on crée un jardin, quoi. Donc oui, dans ce que je veux faire, qui est sûr, sur ce site-là, c'est une école de permaculture. Et puis envoyer des dictionnaires comme ça, on peut appeler religion, on peut appeler ça comme on veut, mais de toute façon, il n'y a pas de prosélytisme, c'est les gens
ils adhèrent parce qu'ils sont inspirés, quoi, par la chose. Et les gens, ils viennent, ils apprennent, et puis après, ils vont reproduire ailleurs. Et puis, si ça inspire d'autres gens, ben, voilà, c'est la boule de neige, quoi. Écoute, en tout cas, c'est magnifique. Moi, je trouve que tu es toi quelqu'un de très inspirant et ce que tu fais est très inspirant. Donc, merci beaucoup de partager tout ça, de partager ta passion et de partager tes convictions. Et voilà, on a hâte de voir fleurir ce projet. Et j'espère que tu donneras régulièrement des nouvelles sur le groupe, du développement du terrain et des différents aspects du projet. Et puis, on pourra, j'espère, refaire d'autres lives et vidéos avec toi sur tous ces sujets, sur les sujets des fruits et le projet que tu développes en Guyane. En tout cas, un grand merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je me sens privilégié d'avoir pu être ton interlocuteur et Voilà. puis avec tous les gens qui écouteront cette vidéo. Eh ben, merci. Je suis vraiment très content de partager ça parce que finalement, ma joie de faire ce que je fais et j'aimerais la partager et que d'autres gens. Donc, je suis très content qu'il y ait des médiateurs comme toi qui font ça. C'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion quand tu as posté la première vidéo avec le message, je crois, qui était lié à ça. Je me suis dit, tiens, ben, il faut que je fasse ça parce que il y a peu de personnes qui partagent des expériences comme ça et je suis sûr que beaucoup, beaucoup de gens espèrent ben, vivre des choses comme ça. Donc, C'est vrai, vous êtes bienvenus. et les gens, je pense, ont envie de découvrir aussi qu'il y a ce mode de vie, qu'on peut avoir ce mode de vie frutarien, que ça peut être un mode de vie extrêmement nourrissant, qu'on peut être très heureux avec ce mode de vie-là, et je crois que tu en es l'exemple par excellence. Ben, en tout cas, je ne souhaite que partager ce mode de vie parce que c'est vraiment exceptionnel. Si on refait une vidéo, on pourra parler des fruits amazoniens que j'ai découverts, que je connaissais pas du tout. Peut-être que certains connaissent l'açaï parce que c'est vendu en déshydraté dans les boutiques bio. Donc c'est un fruit de palmier. Puis il y a plein d'autres fruits qui sont vraiment exceptionnels. Donc c'est des fruits gras. C'est pas la graine qu'on mange, hein, c'est vraiment la chair de ces fruits de palmier qui est grasse et qui sont vraiment pour moi une source vraiment. C'est un grand plaisir pour moi de grimper ces palmiers, d'avoir appris à les grimper comme ça, de cueillir et puis de préparer les jus. Mais on pourra faire une autre vidéo là-dessus. Avec grand plaisir, on en fera la thématique de notre prochain échange ensemble, qu'on organisera rapidement. Merci Super, beaucoup, Joris. avec À plaisir, avec bientôt. grand plaisir. À bientôt.